Jusqu'à présent, la seule figure de démocratie que nous avons vue en Asie, c'est le colonialisme. Premier Plan est heureux d'accéder à de nombreuses demandes en présentant de nouveau l'entretien que nous accordait l'an dernier le docteur Han Suyin. Ses vues sur les relations Est-Ouest peuvent paraître déroutantes, choquantes parfois pour nous occidentaux. Ainsi s'en explique-t-elle. J'écris en tant qu'Asiate, avec toutes les émotions accumulées de mon peuple. Tout ce que je puis affirmer, c'est que je m'efforce de dire la vérité. La vérité, telle la chirurgie, peut être douloureuse, mais elle guérit. Han Suyin est l'auteur de plusieurs romans. Destination Chungking, Multiples splendeurs, et La pluie pour ma soif, puis enfin La montagne est jeune. C'est René Lévesque qui s'entretient avec elle. Madame Han, je vais commencer par une banalité que vous connaissez sûrement mieux que nous parce que vous l'avez vécu. Dans la réalité, on dit, enfin, c'est cette histoire de East is East, West is West, et il paraît que c'est jamais censé se rencontrer. Puis nous, on trouve ça très compliqué juste d'être occidentaux. Très compliqué, puis on s'y retrouve pas. Vous êtes les deux à la fois. Vous avez l'Orient, l'Occident en vous. Puis je sais que dans vos livres, vous en avez parlé de cette espèce de cohabitation. Vous avez même dit schizophrénie. Est-ce que vous avez réussi à vous réconcilier puis à exploiter les deux? Je crois que Sans réconciliation... Ah, mais écoutez, réconciliation n'est pas le mot. Réconciliation implique un certain statisme. Je pense qu'au contraire, le fait que j'ai deux civilisations en moi, l'Est et l'Ouest, me rend au contraire beaucoup plus à même de comprendre le monde aujourd'hui parce que le monde aujourd'hui est un monde métissé. C'est pas la peine maintenant pour les Européens de dire nous sommes Européens et nous sommes donc différents, tout à fait différents des autres. Ça, c'est pas vrai, vous le savez bien. D'abord, c'est une erreur historique, tout le monde est bien mêlé biologiquement. Secondement, par le moyen de communication que nous avons maintenant avec la télévision, tout cela, enfin, Moscou, Delhi, Singapour, Pékin, sont tout à fait aux portes. Et troisièmement, nous nous occupons tellement des affaires des autres, c'est un passe-temps pour tout le monde de s'occuper et surtout de passer des jugements sur des choses qui se passent très loin, dont on ne connaît rien du tout, et de passer ces jugements complètement comme ça, a priori. Alors, pour moi, il me semble que d'appartenir aux deux cultures, c'est au contraire un très grand avantage parce que je peux comprendre non seulement ce qui se passe, mais je peux comprendre aussi pourquoi les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Si vous voyez ce que je veux dire, Monsieur Lévesque. Pour poser une question un peu brutale, est-ce que c'est pas un peu les complexes de supériorité, de vieille arrogance qu'on trouvait chez les Européens qui vous ont amené par réaction à choisir? Non, je ne crois pas dans mon cas. Tellement, c'est pas si simple que ça. Non, parce que c'est complexe, je peux les comprendre très bien et je n'en souffre pas du tout maintenant, surtout maintenant que je suis acceptée par tout le monde. Mais il est très certain que j'ai, dès un très jeune âge, que j'avais le sentiment d'être vraiment supérieure et à l'asiatique et à l'européen, alors que tous les autres métis, pauvres âmes, et je les plains parce que... Qu'est-ce qui vous a permis je ne de sais faire pas. si jeune Je ne sais pas. cette espèce de synthèse Eh bien, entre voilà, vous moi je ne sais pas pourquoi, parce que... Vous étiez en Chine. J'étais en Chine, ma famille était en Chine, je suis née en Chine, j'ai passé mes premiers 20 ans en Chine. Et alors que toutes les autres... Mère qui était là. Ma mère est belge, mon père est chinois. Et alors que toutes les autres métis étaient en train de dire « Ah, nous allons teindre nos cheveux, nous allons épouser un blanc, etc. » Moi, je leur ai dit « Vous êtes fous, vous êtes folles, il faut être soi-même, parce que vous êtes un jour, vous serez meilleur que tout le monde. » Pourquoi j'ai dit comme ça, et j'avais seulement 15 ans, pourquoi j'ai songé ça, pourquoi j'ai rêvé à ça, et j'ai toujours cru cela, contre tout le monde, je ne sais pas, mais aujourd'hui j'ai raison. Vous avez eu des paroles assez dures pour les missionnaires. Oui, simplement surtout pour les missionnaires protestants, je dois dire, parce que j'ai d'ailleurs plus vu de missionnaires protestants que de missionnaires catholiques après mes 14 ou 15 ans, parce qu'en voyageant ici et là, et surtout à l'intérieur de la Chine durant l'invasion japonaise, on arrivait à rencontrer beaucoup plus de missions protestantes qui étaient là. Et je crois que en tout et pour tout, il y a eu beaucoup de bienfaits, mais il y a aussi eu assez bien de mal parce que les missionnaires ont toujours été considérés dans les pays d'Asie comme l'arme ecclésiastique du colonialisme. C'est-à-dire de ne pas avoir su s'adapter, quoi, de ne pas être venu... Ce n'était pas tout à fait le cas de non-adaptation, parce que vous savez, les jésuites, les premiers jésuites qui sont allés en Chine, comprenaient la Chine beaucoup mieux qu'après. C'était surtout dans les dernières années que, n'est-ce pas, que les sentiments
envers les missionnaires ont changé beaucoup. Et c'était dû à, vraiment, non pas directement aux missionnaires, mais au fait qu'avec les missionnaires entraient toutes sortes d'autres choses, les marchands de canons et d'autres choses comme cela. Et donc, on avait peine à croire à un Christ aimable et qui venait sauver les gens quand vraiment le résultat était si épouvantable. En fait, vous laissez entendre à un moment donné que c'est peut-être cette influence occidentale incarnée surtout par les missionnaires au point de vue des idées, des courants sociaux nouveaux qui sont entrés en Chine, qui sont peut-être à l'origine des bouleversements qu'il y a eu, cette espèce de ferment qui a été apporté. Ah oui, ça c'est certain. Je crois que, n'est-ce pas, les missionnaires ont commencé certaines réformes, que ces réformes ont donc semé l'idée de réforme beaucoup plus vite qu'elle n'aurait été d'ailleurs, et que très vite, cette idée de réforme a été adaptée et alors a été infiltrée par d'autres idées et est devenue une révolution. C'est d'ailleurs en Chine, comme vous le savez, beaucoup des révolutionnaires communistes qui en ce moment sont à Pékin dans le gouvernement sont aussi imprégnés des idées de la Révolution française. C'est-à-dire que vous ne pouvez donc plus séparer l'Europe de l'Asie. Nous sommes tous interpénétrés des idées l'un de l'autre, mais surtout l'Asie par les idées d'Europe. Je crois que le courant de l'autre côté viendra beaucoup plus tard. Et quand êtes-vous devenu consciente de tout ça pour écrire là-dessus, par exemple? Est-ce que c'est Mais très je n'ai pas jeune encore écrit là-dessus, il me Non, mais on semble. va écrire autour. Oui, eh bien, non, pas très jeune, mais c'est simplement parce que... Je sais que la première fois que vous avez signé, c'était quand même pendant la guerre seulement. Oui, eh bien voilà, n'est-ce pas, j'ai étudié et alors, comme j'étais en train d'étudier, j'ai d'abord étudié en Chine, évidemment, j'ai été à l'université en Chine, et puis je suis partie avec une bourse pour l'Europe, j'ai eu une bourse pour l'université de Bruxelles. Alors la Chine a été invadée par le Japon et je ne pouvais plus rester tranquille, je suis retournée en Chine et j'ai passé les années de guerre en Chine. Et c'est cela qui m'a tellement appris sur la Chine, parce que vraiment j'ai été poussée à l'intérieur, j'ai vraiment vu cette horrible pauvreté, cette misère, cette horreur. Et je vous assure, vous pouvez dire, peut-être je me vante maintenant, mais en 1942, moi j'avais la conviction que la Chine deviendrait communiste. Et je l'ai dit, je l'ai d'ailleurs dit à ce moment-là, et tout le monde a ri et a dit vous êtes folle. Et alors 8 ans après, c'est arrivé. Écoutez, puisque monsieur le généralissime Chiang Kai-shek existe encore et qui est quand même symbolique, on l'a refait comme une sorte de symbole d'un retour éventuel qui a l'air pas mal problématique maintenant. Vous avez vu au moment où le régime s'en allait. Oui, d'ailleurs, j'avais beaucoup... Vous étiez très près du régime, d'ailleurs, par votre mari. Oui, mon mari était un aide de général Chiang Kai-shek et personnellement, pour lui-même, en tant que personne, j'ai toujours eu le plus grand respect. Mais pour son régime, c'est parce que pour ce que vous venez de dire laisse entendre que... Pour le régime, eh bien, justement, j'ai vécu assez près du régime que pour voir qu'il n'était pas à la page et qu'il était incapable de faire en Chine ce qui aurait dû être fait. Et alors, nous autres Chinois, vous savez, nous croyons à ce qu'on appelle le mandat du ciel. C'est-à-dire que nous croyons que quand un gouvernement devient trop mauvais, il part et un autre arrive. Et alors, en 1949, je vous assure que les communistes ont été accueillis partout en Chine avec des explosions de joie énormes, absolument énormes. C'était absolument clair à tout le monde que c'était le mandat du ciel. Combien de temps cela restera dépendra du succès de ce gouvernement. Et ce succès dépend non pas des idées politiques, mais des mesures économiques contre les grands fléaux de l'Asie, la faim, la maladie, l'ignorance. Il y a un journaliste français très bien connu, Robert Guillain, par exemple, qui a rapporté de Chine une impression qu'il a exprimée d'une façon assez dramatique. Il dit 600 millions de fourmis, c'est-à-dire enrégimentées, embrigadées, forcées, contrôlées d'en haut. Et lui dit que le peuple chinois, enfin vous le savez mieux lui que nous, est quand même un peuple d'individualistes aussi, de gens qui pensent par eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont capables, après cette explosion de joie de 49 dont vous parlez, là, parce que c'était nouveau, est-ce qu'ils peuvent durer indéfiniment dans un carcan comme celui-là? Mais cela dépend, monsieur l'évêque, de la façon dont vous regardez ça. Si vous voulez le malheur de la Chine, et malheureusement beaucoup d'Européens comme monsieur Guillain préfèrent le passé romantique et plein de mendiants qu'ils ont vu, mais où eux, ils étaient les maîtres, n'est-ce pas? Ils préfèrent ce passé-là au présent de la Chine, alors qui mène vers un avenir. Vous retournez en Chine, vous, régulièrement? Moi, je retourne régulièrement. Mais pas communistes? Non, pas du tout. Mais quand même, vous les voyez tels qu'ils sont chaque année? Je les vois tels qu'ils sont chaque année. Et tout alors, ce que le je mot peux vous dire, fourmi? Le mot fourmi est applicable à la Chine en ce moment, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que n'importe quel autre pays, en passant en brûlant les étapes comme cela, devrait aussi forcément
réprimer son individualisme est passé par ce conformisme, par cette régimentation. Je vous donne un exemple. J'étais en Angleterre durant la guerre. Or, durant la guerre, l'Angleterre s'est rationnée. Tout le monde avait des habits tout à fait rationnés, il n'y avait qu'un certain nombre d'habits, et donc c'était vraiment, tout le monde même avait... l'élégance était rationnée. L'élégance était très rationnée, n'est-ce pas, on avait un œuf par semaine et tout ça. Alors cela arrive en Chine en ce moment. Il y a une régimentation, c'est certain. Il y a donc cette espèce d'aspect fourmi, ça c'est exact. Mais ce que vous laissez entendre, c'est qu'il y a un petit côté arrogant du côté occidental, alors de vouloir penser qu'en Angleterre ça a été self-discipline, et qu'en Chine, ce soit nécessairement imposé. Vous voulez dire que les gens l'acceptent, au fond, si ça mène à des résultats? Oui, parce que ça a des résultats. Or, voilà ce qui arrive en Chine, c'est que cette régimentation, cette discipline, elle est imposée, c'est certain, mais elle est aussi non seulement acceptée, elle est devenue, pour le peuple chinois, une des formes dans lesquelles il s'exprime dans un travail collectif. Il arrive qu'en Chine, il n'y a pas de machine. Or, ce que 600 millions de Chinois veulent, c'est arriver à un stade de confort moderne. Comment le faire sans avoir des machines? Pour acheter des machines, il faut des capitaux. La Chine n'a pas de capitaux et personne ne lui en prête. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent excepté remplacer les machines par le travail de leurs bras? Or, quand on travaille, monsieur l'évêque, est-ce qu'on a le temps de s'habiller comme des princes? Ou est-ce qu'il faut simplement porter la calotte de l'ouvrier, porter les salopettes? Or, c'est ce qui arrive, c'est que toute la Chine est dans ce travail, lancée dans ce travail énorme. Mais au point où elle est lancée, comme par exemple l'expérience des communes qu'on discute beaucoup, et qui, de loin, prend un aspect presque inhumain. Est-ce que ça risque pas de les essouffler à un moment donné que ça craque? Oh, c'est certain que ça risque d'essouffler. C'est cela d'ailleurs qui est une grande préoccupation pour moi, c'est de savoir combien de temps le peuple chinois tiendra. Mais quand vous dites craquer, est-ce que vous voulez dire pour le bien ou pour le mal de la Chine? Simplement qu'à un moment donné, ils ne puissent plus fournir, que le moteur est dératé, quoi. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez qu'un peuple qui est en ce moment en train de combattre pour vivre, je crois que ce peuple fera des sacrifices immenses. Et surtout... Y compris celle, prenez-vous par exemple, vous y retournez. Oui, et surtout, écoutez, laissez-moi achever. Et surtout, quand il est menacé ou quand il se sent menacé de l'extérieur. Or, c'est justement cela mon argument, c'est que quand on ne reconnaît pas la Chine, quand de loin on la menace, alors le peuple chinois est galvanisé à de plus grands efforts et est de plus en plus adhérent au communisme. Parce qu'il est nationaliste aussi, parce qu'il sent, voilà, nous allons tous faire front commun, et vous savez, le patriotisme chinois est une chose très forte, contre l'ennemi, et puisqu'on nous menace, on va faire... facilement. Ben, ça peut en devenir, et c'est cela, n'est-ce pas, qui m'inquiète, c'est qu'il me semble que la politique de l'Ouest est dirigée précisément à rendre la Chine une immense fourmilière, et qu'au contraire, si la politique de l'Ouest était plus intelligente, elle ne l'est pas. Si elle était intelligente, si elle était humaine, si elle était humaniste, alors il y aurait beaucoup moins de chances pour la Chine de d'avoir cette énorme et dure étape pendant de longues années. C'est là, n'est-ce pas, mon argument à Kuching, c'est ce que j'ai voulu dire. À quelqu'un qui, très évidemment, depuis plusieurs minutes, ça paraît foncièrement individualiste et a besoin de penser pour lui-même, comme vous, ben, je vais vous poser une question très personnelle qui nous aidera à voir. Vous allez en Chine régulièrement. Oui. Ce climat doit quand même avoir quelque chose d'étouffant pour quelqu'un qui veut rester sa propre personne, quoi. Absolument. Très sincèrement, c'est un climat qui, surtout pour un individualiste, est étouffant. C'est tout à fait exact que pour un individualiste, c'est étouffant. Mais je peux aussi concevoir que sous cette pression énorme, il se passe quelque chose dans l'individu qu'on peut appeler une sorte de sacrifice total. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de jeunes gens venir, venir, n'est-ce pas, de l'Occident et me dire, je veux retourner en Chine parce que ici, life has no meaning. Il n'y a pas de meaning dans la vie. Or, si je me sacrifie moi-même, il y aura un meaning dans la vie. En d'autres termes, je crois que le plus grand désastre du monde occidental, c'est de croire que l'homme, n'est-ce pas, n'a pas besoin de quelque chose au-dessus de lui-même pour vivre. Or, c'est ça que la religion nous enseigne. Et c'est ça que le communisme donne en Chine. C'est-à-dire, la Chine dit aux Chinois, vous pouvez vous sacrifier, vous le faites pour une grande cause, pour une cause énorme, la cause de l'humanité, ou du moins de l'humanité, commençant par 600 millions de Chinois. Et pour cela, je vous assure, les jeunes, et surtout les jeunes, sont prêts à se sacrifier. Or, en Chine, tout est collectif. Tout est collectif.
y compris, bon, je vais sauter sérieusement du coq à l'âne, mais vous avez dit que vous étiez catholique, vous y allez régulièrement, puis au Canada français, on a eu beaucoup de missionnaires du côté de la Chine. Ça préoccupe nos gens ici, c'est normal, les familles Bien de ces sûr, missionnaires, oui. y compris la religion qu'on soupçonne d'être de plus en plus collectivisée, nationalisée, au point d'être une hérésie. Well, pour commencer, Monsieur l'évêque, il faut bien concevoir que la religion chrétienne, toutes les religions chrétiennes, protestantisme, catholicisme, sont des religions étrangères à la Chine, n'est-ce pas? Étrangères d'ailleurs, non seulement en Chine, mais dans toute l'Asie. Donc il faut bien d'abord comprendre ça, que c'est donc une religion apportée de l'extérieur. Or, quand vous avez une révolution nationaliste comme ça, et d'ailleurs la Révolution française aussi, la première chose qui arrive, c'est qu'on veut mettre à la porte tout ce qui vient de l'extérieur. Je crois que c'est une réaction peut-être très méchante, mais assez normale, mais qui n'est pas sans précédent. Secondement, l'esprit révolutionnaire est toujours un esprit athée, ou plus ou moins athée, même s'il est puritain. Vous avez ça dans la Révolution française qui a voulu abolir Dieu et établir la déesse raison. Eh bien, moi, il me semble que ces choses-là sont regrettables et sont lamentables. Et certainement, je n'ai aucune excuse pour ce que le gouvernement chinois essaie de faire en jetant tous les prêtres à la porte, etc. Mais ce que je dis, c'est que Dieu est plus grand que toutes les religions et qu'il me semble que les catholiques qui désespèrent et qui disent « Ah mon Dieu, la Chine est perdue » et tout ça, ils font un péché de désespoir envers Dieu. Or, on nous enseigne qu'il ne faut jamais désespérer de Dieu. Pour essayer de vous arracher une conclusion à une chose qui en fait est en plein mouvement et qui ne voit pas de conclusion encore, même dans un avenir assez lointain, tout ce bouleversement, ce changement de l'Asie. Une conclusion au moins pour nous, le monde occidental, le monde chrétien. Qu'est-ce que vous verriez? Qu'est-ce que doit être la politique, par exemple, de ce monde occidental et chrétien, résumé en quelques mots? Il est difficile pour moi, n'étant que médecin et romancière, de parler comme si je connaissais plus que les grands astres politiques qui, en ce moment, je crois, sont en train partout de se demander exactement la même question. Qu'est-ce qu'il faut que l'Ouest fasse devant la révolution asiatique? Et aussi, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter le communisme, que l'Ouest regarde comme étant un grand fléau? Parce que l'idée du communisme dogmatique autoritaire est tellement lointaine des idées démocratiques et libertaires qui sont arrivées, d'ailleurs, seulement après la Révolution française. N'est-ce pas? Il faut se rappeler qu'avant la Révolution française et du côté médiéval, l'autoritarianisme était plutôt à la mode en Europe aussi. Eh bien, moi, je crois qu'il faut regarder ça de loin et avec beaucoup plus de sérénité que l'Europe ne le fait en ce moment. Quand vous dites l'Europe, est-ce que vous voulez dire l'Occident en général? Je veux dire l'Occident en général. Vous autres aussi? Oui, vous autres aussi. C'est pas pour nous ménager. Mais non, non, je veux plutôt dire les Blancs, l'Ouest, l'Occident, ce que vous voulez. Il me semble que vous êtes tellement remplis de crainte pour votre propre survival, pour votre propre existence et surtout ce confort moderne et agréable qui existe en grande partie dans l'Occident. Mais cette crainte, c'est quelque chose d'assez frappant. On la ressent, cette crainte-là. On parle de la peur du communisme. Oui. Est-ce que c'est parce qu'on manque de confiance dans nos propres valeurs? Oui, c'est justement ce que j'allais dire. Cette crainte me semble être un peu aussi égoïste, si je peux dire, parce qu'il vous semble que si l'Asie se développe et devient grande et forte, alors forcément, c'est à vos dépens. Or, cette idée contradictoire, c'est-à-dire que si l'Est se lève, l'Occident forcément va tomber, va se coucher, que aussi cette espèce de racisme, cette idée que les races jaunes et de couleur vont envahir, comme vous savez, dans les grandes, le péril jaune, c'est tout ça. Eh bien, toutes ces idées-là sont inconsciemment à la base de cette terreur. Moi aussi, je déplore beaucoup le communisme et je trouve que, comme je l'ai d'ailleurs écrit dans un de mes livres, La montagne est jeune, que le communisme est une faillite. Il prouve, le communisme arrive seulement quand les autres choses ont été tellement, n'ont pas réussi. C'est-à-dire donc que j'ai encore foi dans la démocratie, mais seulement quand la démocratie pratique la démocratie. Or, ce qui arrive en Asie, c'est que, et je suis sûre que vous serez d'accord avec moi, que jusqu'à présent, la seule figure de démocratie que nous avons vue en Asie, c'est le colonialisme. Et alors, après le colonialisme est venue l'indépendance des pays asiatiques. Cette indépendance est accompagnée
est assez turbulente, elle est accompagnée de toutes sortes de changements, surtout en ce moment. En ce moment, les formes léguées par la démocratie, par les démocraties de l'Ouest, les formes imitées des démocraties de l'Ouest en Asie n'ont pas eu beaucoup de succès. L'Asie, d'un autre côté, doit évoluer ses propres démocraties. Et pour cela, il me semble que c'est presque indispensable qu'elle passe par des régimes autoritaires, d'abord avant de se trouver, que ce soit communiste en Chine ou dictature militaire comme nous avons au Pakistan ou d'autres formes, eh bien d'un côté ou d'un autre, l'Asie évolue. Or, chaque changement apporte une secousse et un frémissement de peur aux Occidentaux. Je trouve que c'est cela, n'est-ce pas, cette peur totale et constante qui fausse beaucoup les rapports et qui fait aussi que les démocraties, au lieu d'aider les Asiatiques en tant qu'Asiatiques à devenir prospères parce que ce sont des gens comme eux-mêmes, ne les aident que s'ils sentent que cette aide doit être dirigée pour se protéger, eux, les Occidentaux. C'est-à-dire qu'ils ont, jusqu'à présent, dans beaucoup de cas, eu la tendance de donner de l'argent seulement à des gens qui leur apparaissaient sûrs, c'est-à-dire à leurs propres satellites. Or, dès qu'une personne asiatique apparaît à leur peuple être ce qu'ils appellent vendu aux Blancs, alors il n'est plus populaire en Asie, vous comprenez? Donc vous avez toujours back, n'est-ce pas? Beaucoup de fois, les gens qui reçoivent de l'aide sont les gens qui sont le plus haïs par leur propre peuple. Alors comment voulez-vous réconcilier cela? Je vous posais une question dans le sens, ça fait un peu primaire, de nous indiquer une politique occidentale. Finalement, ce que vous venez de dire, ça pourrait se résumer par de faire un effort de compréhension, de suivre ce qui se passe. De faire un effort de compréhension totale. L'esprit ouvert autant qu'on peut. L'esprit ouvert et de pratiquer le christianisme. Parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas pratiqué ni la démocratie ni le christianisme en Asie. À quoi vous voyez ça? Ou enfin, dites-nous comment on pourrait le pratiquer. Eh bien, vous avez prêché le christianisme. Ça, c'est certain. Vous avez des missionnaires, et les missionnaires eux-mêmes, j'ai rien à dire contre eux. Ce ont été des personnes admirables. Mais comme je l'ai dit avant, il nous semblait que ce qu'ils prêchaient, c'était pour faire des gens indoctrinés à l'occidental, pour faire des esclaves plus soumis, n'est-ce pas, au colonialisme européen. Alors, cela a vicié toute la course des missionnaires, toute la raison d'être du christianisme. Il faut donc que vous pratiquiez un esprit total de charité, de foi, de confiance et surtout d'humanisme, de comprendre les gens comme si c'était des gens comme vous, c'est-à-dire éliminer de vos esprits l'idée du péril jaune, l'idée qu'aider les jaunes, c'est être contre soi-même. L'idée qu'il faut seulement leur donner assez pour qu'ils peuvent se combattre contre le communisme, mais pas assez pour qu'ils puissent aussi être aussi heureux et prospères que vous. Et c'est cela même, c'est cette idée-là qui fait que toute aide donnée à l'Asie, au lieu d'apporter aux Asiatiques un sentiment d'aide, donne au contraire naissance à un tas de ressentiments contre les gens qui leur donnent l'aide. C'est pour ça que beaucoup de pays asiatiques qui reçoivent des millions de dollars américains d'une façon follement généreuse sont extrêmement anti-américains. Et là-dessus, il y a une chose qui a sûrement frappé tout le monde depuis tout le début et en cours de route, c'est que vous parlez de choses assez terribles. À l'occasion, on en parlait avec pas mal de brutalité. Puis ça ne fait pas un tableau tellement souriant, mais en même temps, on sent chez vous, je ne sais pas, comme une sorte d'optimisme continu. Oui, je suis tout à fait optimiste parce que je vois les choses dans un contexte de l'histoire. Et dans le contexte de l'histoire du monde, il me semble qu'il y a au contraire des choses très encourageantes et pleines de progrès. Par exemple, qui aurait pensé il y a 30 ans qu'ici, je serais ici et que je vous parlerais de l'Asie? Il y a 30 ans, les Européens étaient comme ça, comme des dieux dans le ciel. Et on avait peur de les regarder et dans la rue, quand un Européen passait, tout le monde sortait du trottoir pour leur donner la passe. En ce moment, en Malaisie où je suis, la Malaisie est un charmant pays tropical, les Européens partent tout doucement et on leur donne un peu d'argent et ils s'en vont sans faire aucun bruit et les places des Européens sont prises par des Asiatiques. Dans tous les clubs, partout, les Européens se mêlent aux Asiatiques d'une façon tout à fait franche et cordiale. Il n'y a plus cet esprit-là. C'est des changements pour nous énormes et qui arrivent très vite en ce moment. Et donc moi je suis pleine d'optimisme. Pour les problèmes économiques, il faut un changement d'attitude. Je suis ici pour essayer d'expliquer ce qui arrive en Asie pour que tous ces mythes, toutes ces idées préconçues, tous ces préjugés qui font tellement de tort à la cause occidentale, qui aident le communisme
au lieu d'être contre lui, que ces idées-là partent de vos esprits et que vous puissiez voir qu'aider les autres, c'est s'aider soi-même, mais vraiment aider les autres. Pas faire semblant, pas seulement leur donner de l'argent comme si c'était, comme vous l'avez dit, des mercenaires, n'est-ce pas, aux portes qui sont vraiment payés pour être de la chair à canon contre le communisme à votre place. Et là-dessus, vous parliez de la Malaisie il y a un instant, qu'on vous rejoigne un tout petit peu avant de terminer quand même, parce que vous avez quand même de multiples occupations dans votre vie. On peut même dire que vous avez de multiples carrières, pour paraphraser votre titre. Vous êtes médecin encore? Oui. Activement? Oui. Vous trouvez le temps de... Oui, j'ai une toute petite clinique avec une autre médecin, À Singapour, une c'est ça? dame, oui, une dame médecin, nous deux, nous faisons cela de 9 à 5 heures. Quand je suis partie, elle fait toute la clinique elle-même. Quand je suis là, alors quelquefois, elle prend congé, elle a 8 enfants. Moi, j'ai un enfant. Quel genre de pratique? C'est tout à fait médecin de famille. Nous nous occupons surtout des bébés, des enfants, des femmes. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui viennent. Et à part ça, qu'est-ce que vous écrivez des livres encore? Oui, j'écris le soir. C'est toujours sur l'Asie. Ah non, chaque livre que j'écris est Le un décor, peu je différent. dirais. Oui, oui. Oui, j'aimerais bien écrire vraiment. Ce que je pense qu'un auteur ne doit pas faire, c'est se répéter. Or, un tas On vous a un d'auteurs... peu critiqué sur vos derniers livres en disant que c'était peut-être pas tout à fait, d'après les critiques, à la hauteur de Multiples Splendeurs, par exemple, parce que ça a eu tellement de succès. Oui, justement, je crois que Multiples Splendeurs a eu beaucoup de succès. En ce moment, moi, je trouve que c'est parce que le sujet de Multiples Splendeurs était tellement agréable. Mon dernier livre, je crois, est beaucoup mieux écrit et d'ailleurs est beaucoup plus profondément humain, traite de problèmes qui sont beaucoup plus proches. Mais seulement, n'est-ce pas, il y a beaucoup de choses très controversiales dans ce livre. D'abord, il y a la frigidité de la femme, il y a des adultères, il y a alors une description qui est assez choquante pour beaucoup de la vie comme elle est vécue, d'ailleurs, par beaucoup de Blancs en Asie, une vie assez décadente. Et enfin, finalement, il y a ce que je crois qui est vraiment à la base de cette critique envieuse, c'est le fait que le héros est de couleur et la femme est blanche. Et ça, c'est plus impardonnable que Je l'autre. crois que vraiment c'est cela qui est plus impardonnable. Tandis que Multiples Splendeurs était très acceptable parce que c'était vraiment plutôt la femme, n'est-ce pas, qui est de couleur et l'homme qui est blanc. Et alors aussi, évidemment, toute C'est la flatteur, presque. et les moralités étaient respectées puisque à la fin s'annonçait, n'est-ce pas, comme dramatique et c'est ce qu'ils veulent. Tandis qu'au contraire, La Montagne est jeune, la fin, elle, c'est problématique. Or, les gens aiment toujours de savoir que les gens ou sont heureux ou sont morts. Ils Et ne La peuvent pas leur Montagne est jeune, pardonner de continuer à vivre. Vous dites La Montagne est jeune, vous écrivez en anglais, mais puisque vous donnez le titre en français, c'est paru en français? Oui, oh oui, ça a vendu déjà très très bien à Paris. Et alors, il y a d'ailleurs une édition pour Noël, une édition spéciale pour Noël. Et on ajoutera là-dessus en terminant pour rendre le personnage encore plus incroyable, qu'étant médecin activement, écrivain très activement, observateur aussi de toute l'Asie aussi activement qu'elle le peut ou qu'on le peut humainement. Le docteur Han est également professeur de Oh, pas littérature. professeur, je Enfin, donne vous faites un des cours. cours. Je donne un cours de littérature. À Singapour aussi? Oui, à Singapour. Et vous avez un sujet? Oui, mon sujet, c'est la littérature occidentale, le roman en tant que document social dans la littérature occidentale. Et mes étudiants sont chinois.